En décembre 2009, je vivais seul dans une petite maison à New York, nichée dans un quartier sale qui n'était pas réputé pour être le plus sûr. C'était le genre d'endroit où l'on entendait les alarmes des voitures retentir toute la nuit et parfois l'écho lointain des cris traversait les murs. Je venais d'y emménager quelques mois auparavant pour le travail et j'étais encore en train de m'adapter à la vie seule, surtout dans une région aussi difficile. Ma maison était un petit bâtiment ancien qui grinçait constamment, ce qui rendait difficile le sommeil certaines nuits. Mais je m'y suis habitué, ou du moins j'ai essayé de m'en convaincre. Mon seul réconfort était le couple sympathique qui vivait à côté. C'était un jeune couple de jeunes mariés, toujours joyeux, et même si nous n'échangeions que des plaisanteries, ils rendirent le bâtiment un peu plus chaleureux. Alors que l'hiver commençait à s'installer, ils sont partis en vacances, mentionnant qu'ils seraient de retour dans quelques semaines. Ils ont laissé les lumières éteintes à leur place et au fil des jours, j'ai commencé à me sentir seul. Un vendredi soir, je suis rentré tard du travail. Il était un peu plus de 21 heures et les rues étaient plus calmes que d'habitude, le genre de calme presque trop épais. Alors que je m'approchais de mon immeuble, j'ai remarqué une camionnette garée dehors, juste devant la porte de mon voisin. Ce n'était pas une camionnette de déménagement ou une camionnette de livraison ordinaire. Celui-ci était sombre et un peu rouillé, sans aucune marque commerciale. Cela semblait étrange, mais je l'ai écarté. Après tout, c'était New York. Il y avait des gens et des camionnettes partout. Je suis entré dans ma maison. J'ai verrouillé la porte et j'ai poussé une chaise contre celle-ci, comme je le faisais habituellement, juste pour être en sécurité. C'était ma routine. J'ai dîné rapidement et je me suis installé avec un livre, dans l'espoir de me détendre avant de me coucher. Vers 3 heures du matin, j'étais dans un sommeil léger lorsqu'un grand bruit m'a réveillé. C'était le bruit de quelque chose qui se brisait, du verre peut-être, venant de l'extérieur. Je me suis assis, le cœur battant, et j'ai essayé de me convaincre que c'était juste un autre bruit de ville. Mais ensuite, je l'ai entendu à nouveau, plus clairement cette fois, comme si quelqu'un prenait quelque chose en photo. Cela fut suivi d'un bruit sourd et traînant. La curiosité et un étrange sentiment de terreur m'ont attiré vers la fenêtre. J'ai lentement soulevé le bord du rideau et j'ai regardé dehors. Au début, je ne distinguais rien. La rue était baignée de la faible lumière jaune du réverbère et tout était calme. Puis, je l'ai repéré. Une silhouette se tenait près des marches de la maison de mon voisin. Il était grand et portait un sweat à capuche sombre, la capuche baissée sur son visage. Sa position était immobile, comme s'il attendait quelque chose. Son visage était dans l'ombre, mais je pouvais sentir sa présence, comme s'il avait d'une manière ou d'une autre conscience que je le regardais. Mon cœur s'emballa alors que je le regardais. J'étais terrifié, mais je ne pouvais pas m'arracher à la fenêtre. Il bougea légèrement et je remarquai qu'il tenait quelque chose, même si je ne parvenais pas à comprendre quoi. J'ai réalisé que je devais faire quelque chose. Je ne pouvais pas rester assis et regarder cela se produire. Cela semblait mal et menaçant, et le silence de la rue ne faisait qu'amplifier le danger. J'ai attrapé mon téléphone et, en serrant la main, j'ai composé le 911. Le répartiteur a répondu et j'ai essayé de garder ma voix basse pendant que j'expliquais la situation, décrivant l'homme et les sons que j'avais entendus. Le répartiteur m'a assuré que les agents étaient en route et je me suis accroché au téléphone comme à une bouée de sauvetage, gardant mon regard fixé sur l'homme à l'extérieur. Les minutes passèrent comme des heures. La silhouette est restée près de la porte de mon voisin, jetant parfois un coup d'œil autour de lui, mais surtout obsédé par la serrure. Finalement, j'ai entendu le faible bruit des sirènes de la police au loin. L'homme a dû l'entendre aussi car il a soudainement levé les yeux, alarmé, et s'est précipité vers l'allée sombre à côté du bâtiment. 2 voitures de police se sont arrêtées au moment où il commençait à courir. Un policier a sauté et a couru après lui, tandis que l'autre s'approchait du bâtiment. J'ai regardé par la fenêtre,
Mon souffle embuait la vitre, alors que je ressentais un mélange de soulagement et de peur. Après ce qui m'a semblé de longues minutes, j'ai vu les policiers revenir, cette fois avec l'homme en garde à vue. Il était menotté et renfrogné, alors qu'il le ramenait à la voiture de patrouille. J'ai ressenti à la fois un étrange sentiment d'accomplissement et de culpabilité. Et s'il n'essayait pas de s'introduire par effraction? Et si j'avais eu tort? L'agent avec qui j'avais parlé au téléphone a finalement frappé à ma porte. J'ai hésité avant de répondre, les nerfs encore à vif. Quand j'ai ouvert la porte, il m'a assuré que j'avais fait le bon choix en les appelant. Il ne m'a pas dit grand-chose sur qui était cet homme, ni quelles auraient pu être ses intentions. Juste qu'il l'avait interrogé et qu'il s'agissait de quelqu'un avec qui ils avaient déjà eu affaire. Ce n'était pas vraiment rassurant, mais c'était quelque chose. Le lendemain matin, j'ai appelé mes voisins pour leur faire savoir ce qui s'était passé. Ils semblaient secoués et me remercièrent chaleureusement d'avoir veillé à leur place. Ils m'ont dit qu'ils écourteraient leur voyage et reviendraient plus tôt que prévu. Les nuits suivantes, j'ai à peine dormi. Chaque craquement dans ma maison était amplifié. Chaque bruit extérieur envoyait mes nerfs dans une spirale. Je me suis retrouvé constamment à regarder par la fenêtre, m'attendant à revoir cette silhouette cachée à proximité. Même s'il était parti, sa présence semblait persister, un rappel obsédant de ma vulnérabilité dans cette grande ville indifférente. Quand mes voisins sont revenus, ils ont apporté un petit cadeau et m'ont encore remercié. Mais à partir de cette nuit-là, j'ai toujours gardé ma porte à double verrouillage et j'ai poussé cette chaise fermement contre elle, comme si elle pouvait tenir à distance l'obscurité de la ville. Je n'ai jamais revu l'homme. Je m'appelle Kevin, et cela s'est produit quand j'avais 16 ans. C'était un vendredi soir froid d'octobre, et les feuilles commençaient à tomber, laissant les arbres nus et projetant de longues ombres dans la pénombre des lampadaires. Mon ami Danny et moi avons décidé de regarder un nouveau film d'horreur au théâtre local. Le film était intense, et à la fin, mon cœur battait encore la chamade à cause de toutes les frayeurs. Alors que nous quittions le théâtre, l'horloge sonna 22 heures. Il était tard, et les rues étaient calmes, presque trop calmes. Nous avons emprunté la route principale pour retourner dans notre quartier. L'agitation habituelle de la ville semblait disparaître, ne laissant que le bruit de nos pas résonnant sur le trottoir. La brise froide rendait tout encore plus solitaire, et je resserrais mon sweat à capuche autour de moi, sentant le silence s'installer. Danny, habituellement bavard, était également silencieux, comme s'il pouvait sentir quelque chose d'étrange dans l'air. Puis, sortis de nulle part, nous avons entendu des pas derrière nous, faibles au début, mais de plus en plus forts. Danny et moi avons ralenti, nous tournant légèrement pour jeter un coup d'œil par-dessus nos épaules. Un homme marchait à quelques pas derrière nous, le visage en partie caché dans l'ombre. Il baissa les yeux sur son téléphone, la lumière bleue de l'écran illuminant brièvement son visage. Je ne l'ai pas reconnu, mais quelque chose dans sa présence me paraissait étrange. Nous avons essayé de l'effacer, en accélérant le pas, mais chaque fois que nous tournions dans un coin, l'homme semblait nous suivre. Plus nous nous rapprochions de notre quartier, plus je me sentais mal à l'aise. Il n'y avait personne d'autre aux alentours, juste le bruit de nos pas accélérés et l'écho de ses bottes frappant le sol derrière nous. Lorsque nous nous sommes retournés, nous l'avons vu dans l'ombre, toujours à notre suite. Mais cette fois, son rythme s'était accéléré et il courait maintenant vers nous. La panique a commencé à bouillonner en moi. Je ne savais pas ce que ce type voulait, mais j'avais le terrible sentiment que ce n'était pas bon. La rue était sombre et les maisons de ce pâté de maisons étaient très espacées les unes des autres, la plupart d'entre elles ayant les lumières éteintes. Nous ne voulions pas rentrer directement chez nous et risquer d'y emmener cet inconnu. Danny m'a jeté un coup d'œil, les yeux écarquillés avec la même peur que moi, et nous nous sommes tous deux mis à courir. Alors que nous sprintions dans la rue déserte, j'entendais les pas de l'homme s'accélérer derrière nous.
J'essayais de garder ma respiration régulière, mais mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans mes oreilles. La distance entre nous et l'homme diminuait, et dans la pénombre de la lumière publique, je pouvais à peine distinguer l'éclat de quelque chose de métallique dans sa main. Un éclair de peur m'a envahi lorsque j'ai réalisé qu'il tenait un couteau. Nous n'avions pas le temps de réfléchir. Nos maisons étaient trop éloignées. Nous avons donc dû trouver une autre option. En scrutant désespérément notre environnement, j'ai repéré une zone de buissons épais au bord de la route. J'ai attrapé le bras de Danny et nous nous sommes cachés derrière eux, nous accroupissant aussi bas que possible. Nous avons retenu notre respiration, essayant de ne pas émettre de bruit alors que les pas devenaient de plus en plus forts et plus proches. Je sentais mon corps tendu, chaque muscle tendu, attendant et espérant qu'il passerait sans nous remarquer. Mais il ne l'a pas fait. Les pas s'arrêtèrent juste devant les buissons, et à travers les branches, je pouvais voir sa silhouette se profiler, scrutant la zone comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. Lentement, il souleva le couteau, le tenant devant lui alors qu'il se penchait plus près des buissons. Une vague de peur m'a envahi et j'ai instinctivement fouillé dans ma poche, me souvenant de mon ancien téléphone. J'ai appelé la police, essayant de garder mes mouvements aussi silencieux que possible. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber le téléphone, mais j'ai réussi à le presser près de ma bouche et à murmurer notre position. La voix du répartiteur de police était calme, me disant de rester caché et de me taire. Elle m'a assuré que les agents étaient en route. Ces quelques minutes me semblaient des heures. L'homme faisait le tour des buissons et je pouvais voir la faible lueur du couteau dans sa main. Il marmonna quelque chose pour lui-même, d'une voix basse et étrange, mais je n'arrivais pas à comprendre les mots. Chaque seconde où il s'attardait me semblait durer une éternité, et j'étais sûr qu'il nous trouverait. Danny était à côté de moi, respirant à peine, les yeux fixés sur l'homme, pendant que nous attendions en silence, espérant et priant pour qu'il passe à autre chose. Puis, au loin, j'ai entendu le faible bruit des sirènes traversant l'air nocturne. L'homme l'a entendu aussi. Sa tête se releva brusquement et pendant une fraction de seconde, il se figea, regardant autour de lui comme s'il décidait de courir ou non. Les sirènes se sont intensifiées et, en un éclair, il s'est retourné et s'est enfui dans la rue, disparaissant dans l'ombre. Quelques secondes plus tard, la police est arrivée. Danny et moi sommes sortis des buissons en trébuchant, tous deux encore tremblants de la rencontre. Les agents se sont approchés de nous, nous ont posé des questions et ont noté des détails. J'ai essayé de tout expliquer, le visage de l'homme, le couteau, la façon dont il nous avait suivis pendant des pâtés de maison. Les agents nous ont assuré qu'ils patrouilleraient dans la zone et tenteraient de le retrouver. Après ce qui leur parut une éternité, ils trouvèrent l'homme caché quelques rues plus loin. La police nous a dit plus tard qu'il était un criminel notoire et qu'il était recherché pour tentative d'enlèvement. Il s'est avéré que nous avions échappé de peu à une rencontre dangereuse. Une rencontre qui aurait pu se terminer d'une manière que je ne veux même pas imaginer. Cette nuit m'a changé. Cela m'a rappelé que le danger peut surgir de nulle part et que parfois, le simple fait d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, peut vous mettre dans une situation que vous n'aviez jamais vue venir. Mais j'ai eu de la chance. Danny et moi nous en sommes sortis sains et saufs. Et c'est quelque chose que je ne tiendrai jamais pour acquis. J'avais entendu des histoires sur la vieille maison des Jackson depuis que j'étais enfant, une relique abandonnée des années 1800, cachée au fond des pinèdes de l'est du Texas, où les arbres semblaient s'atteindre et où les branches s'enchevêtraient comme une toile, bloquant la majeure partie de la lumière du soleil. Ils ont déclaré que personne n'y avait vécu depuis la mort du dernier Jackson, il y a plus de 50 ans. Les enfants du coin chuchotaient que l'endroit était hanté, rempli de fantômes des Jackson, ou, pire encore, de choses que personne ne pouvait nommer. Je n'ai jamais cru à ces histoires, pas vraiment.
J'étais plus âgé maintenant, dans la vingtaine, et après quelques bières, un vendredi soir ennuyeux, mes copains et moi avons décidé d'aller vérifier par nous-mêmes. Ils m'ont surtout défié, mais une partie de moi voulait savoir, juste pour une fois, de quoi il s'agissait. Lorsque nous arrivâmes sur place, il était déjà minuit passé. Le trajet avait pris plus de temps que prévu, et nous avons dû nous garer sur le chemin de terre et traverser les bois. À mesure que nous nous rapprochions, je pouvais voir la maison des Jackson se profiler devant moi, à peine éclairée par la lune filtrant à travers les branches. Il ressemblait à un monument en ruine, avec sa peinture craquelée, son toit affaissé et ses fenêtres brisées qui regardaient comme des yeux creux. Nous avons grimpé les marches du porche, qui gémissait sous notre poids, et avons poussé la porte d'entrée. À l'intérieur, l'air était épais, comme si la maison respirait sa poussière rassie. Des ombres s'étendaient sur les murs, projetées par nos lampes de poche, créant des formes qui se tordaient et s'enroulaient à chaque pas. Il y eut un silence inquiétant, pas un seul bruit, à part nos pieds sur le plancher grinçant. Mes amis Mike et Todd étaient avec moi, mais ils étaient étrangement silencieux. Je pouvais dire qu'ils regrettaient ce défi, même si aucun d'eux ne voulait l'admettre. Nous sommes entrés dans ce qui devait être le salon. Un espace ouvert avec du papier peint délavé se décollant des murs. Un canapé usé se trouvait dans un coin, son tissu déchiré et taché. Un vieux piano se dressait près du mur du fond, les touches craquelées et jaunies. On aurait dit que quelqu'un était parti précipitamment, laissant tout tel qu'il était. J'avais envie de rire de voir à quel point tout cela semblait ordinaire. Hanté? Certainement pas. Juste une autre triste maison abandonnée. Je me suis retourné pour dire quelque chose à Mike, mais il regardait quelque chose derrière moi, le visage pâle et les yeux écarquillés. J'ai suivi son regard en me tournant lentement. Dans le coin de la pièce, là où les ombres étaient les plus sombres, se tenait une silhouette. Au début, je pensais que c'était juste un autre effet de la lumière, une pile de vêtements ou un rideau soufflé dans un courant d'air caché. Mais plus je regardais, plus je réalisais qu'il avait la forme d'un homme, grand avec de larges épaules. Et pourtant, la silhouette semblait se fondre dans l'obscurité, ses bords s'estompaient, presque comme de la fumée. Il était si immobile, trop immobile, et j'ai ressenti cette terrible certitude qu'il me regardait droit dans les yeux. « Tu vois ça ?» murmura Mike, sa voix à peine audible. J'ai hoché la tête, incapable de parler. L'air était plus lourd, pressant sur nous, épais et suffocant. Le personnage n'a pas bougé. Il restait là, comme s'il attendait, observait. Ma lampe de poche était toujours pointée vers lui, mais elle semblait à peine percer l'obscurité autour de la forme. C'était comme si l'ombre avait un poids, une épaisseur qui engloutissait la lumière. Todd, qui était resté silencieux tout le temps, fit un pas en avant, essayant de mieux voir. Je voulais l'attraper et le tirer en arrière, mais je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas quitter ce chiffre des yeux. Cela semblait anormal, contre nature, comme si c'était quelque chose qui ne devrait pas exister dans le même monde que nous. Todd s'est arrêté et pendant un instant, nous sommes tous restés là, figés, à regarder la silhouette. Puis, dans un mouvement lent et délibéré, l'homme dans l'ombre sembla se retourner, comme s'il se tournait pour regarder Todd. Je jure que j'ai vu une lueur de quelque chose dans ce qui aurait pu être ses yeux, un éclair de quelque chose de froid et de lointain. Todd trébucha en arrière, trébuchant presque sur lui-même, alors qu'il se précipitait pour s'enfuir. « Allons-y » marmonna-t-il, la voix tremblante. « Sortons d'ici. » Nous n'avons pas discuté. Nous sommes sortis de la pièce à reculons, n'osant pas tourner le dos à cette ombre. J'avais l'impression que si je détournais le regard, ne serait-ce qu'une seconde, il se rapprocherait, comme s'il sortirait de l'obscurité et m'attraperait. Nous nous sommes précipités dans le couloir, nos pas résonnant dans la maison. Les murs semblaient se refermer, les ombres s'épaississaient, comme si elles voulaient nous enfermer à l'intérieur.
Juste au moment où nous atteignions la porte d'entrée, j'ai osé jeter un dernier coup d'œil derrière moi. La silhouette de l'ombre était là, debout, au bout du couloir, sa forme à peine visible dans l'obscurité. Il était plus proche qu'avant, beaucoup plus proche, presque comme s'il nous avait suivis. Je n'ai plus regardé en arrière. Nous avons couru hors de cette maison, trébuchant sur les marches pourries du porche et sprintant à travers les bois jusqu'à atteindre la voiture. Aucun de nous n'a dit un mot sur le chemin du retour, nos esprits luttant pour comprendre ce que nous venions de voir. Je ne m'approche plus de la maison des Jackson. Aucun de nous ne le fait. Bien sûr, on en parle encore, mais je me tais.